Je vivais dans la peur constante, toujours sous surveillance, sous contrôle. Ne sachant jamais si je risquais d'être exécuté. Je savais depuis longtemps qu'il y avait un monde meilleur que la Corée du Nord. Pour notre tournage, le rendez-vous est fixé à Séoul, dans un lieu discret. Ses gardes du corps, en noir, ne le quittent pas d'une semelle. Car cet homme est devenu une cible pour le régime de Kim Jong-un. Son crime, avoir fait défection. La peur est toujours là. Mais si je ne la ressens pas, c'est grâce à l'équipe des services secrets du gouvernement sud-coréen qui veille sur moi 24 heures sur 24. Les personnes qui travaillent se relaient dans des voitures pour me protéger même la nuit. Cela me permet de surmonter une grande partie de ma peur. Diplomate pendant plus de 20 ans, Lee Il-kyu est l'un des plus hauts dignitaires du régime à avoir fait défection récemment. Il a rencontré le dictateur nord-coréen à plusieurs reprises. On ressent alors un sentiment de tension plus que de peur. Il y a plusieurs règles à respecter. Tout d'abord, il ne faut pas regarder directement Kim Jong-un. Vous devez éviter de maintenir un contact visuel constant, sauf lorsque vous répondez à une question. Vous pouvez alors le regarder dans les yeux. Sinon, il est interdit de l'observer ou de le regarder fixement. Depuis 14 ans, il dirige d'une main de fer le pays le plus fermé au monde. La Corée du Nord, vue de l'espace, un vaste trou noir, faute d'un réseau électrique suffisant, quasiment pas d'accès à Internet, des frontières barricadées et une population surveillée 24 heures sur 24. La culture paranoïaque de la Corée du Nord rend le pays extrêmement difficile à espionner. Mais un arsenal nucléaire qui fait aujourd'hui trembler la planète. La question est, vont-ils réussir à miniaturiser ces ogives nucléaires pour les placer dans la tête d'un missile? Ils s'en rapprochent chaque jour un peu plus. Un armement qui permet aux dictateurs de se tailler une place de choix aux côtés des plus grands dirigeants. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов. A different kind of a guy, and he's a smart guy, very smart guy. We get along. Paranoïaque, ultra secret, qui est vraiment Kim Jong-un? L'un des plus grands crimes en Corée du Nord est d'essayer de découvrir le mode de vie de la famille Kim. Jusqu'où est-il prêt à aller pour garder un pouvoir absolu sur son peuple? Si on se fait prendre, non seulement ma mère et moi mourrons, mais toute notre famille sera exécutée. Sur la côte est de la Corée du Nord, face à la mer du Japon, un immense complexe touristique est sorti de terre. À bord de sa berline de luxe, Kim Jong-un vient inspecter le chantier. Sur la plage de sable blanc de 4 km, des hôtels luxueux, des marinas. De quoi prouver au monde entier que la Corée du Nord est un pays moderne, qui n'a rien à envier aux autres. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve à Wonsan, la ville natale de Kim Jong-un. C'est là que se cache sa luxueuse résidence privée, ultra secrète.
Seules des photos satellites révèlent son existence et les goûts de luxe de son propriétaire. C'est un endroit qui est connu sous le nom de la villa de Wonsan. Elle se compose d'environ 10 bâtiments. Il y a ici des pièces qui lui servent de bureau et aussi des théâtres en plein air où il peut se divertir. Ici, on voit des yachts. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a un de 50 mètres, un autre de 55 mètres, un de 60 mètres et un de 80 mètres. Si vous regardez celui de 80 mètres, il y a une piscine dessus. Il ressemble à un bateau de croisière vraiment luxueux, avec une piscine à 4 couloirs et même un toboggan aquatique. Là, c'est un centre équestre construit pour Kim Jong-un. Il y a une voie ferrée qui lui est dédiée, donc il peut venir en train jusqu'ici. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a au moins 33 luminaires installés. Les Nord-Coréens ne peuvent pas profiter de cette électricité. S'ils ont 3 ou 4 heures d'électricité par jour, c'est déjà beaucoup. Mais ici, alors que le peuple nord-coréen vit dans l'obscurité, dans le noir, Kim Jong-un profite de la lumière pour ses activités de loisirs. Un train de vie fastueux, soigneusement caché aux 25 millions d'habitants. Près de la moitié d'entre eux vivraient sous le seuil de pauvreté. L'un des plus grands crimes est d'essayer de découvrir le mode de vie de la famille Kim, d'être curieux, de le savoir et d'en parler. C'est l'un des crimes les plus graves, qui peut conduire à être envoyé dans un camp de prisonniers politiques ou même à être exécuté. Un mode de vie dispendieux, en dépit des sanctions internationales qui frappent la Corée du Nord depuis 20 ans. L'année dernière, Kim Jong-un aurait réussi à importer illégalement, via la frontière chinoise, des produits de luxe pour plus de 50 millions de dollars. Ce journaliste irlandais basé à Séoul a retracé la route de ces produits depuis Singapour jusqu'à Pyongyang. Les voitures sont un bon indicateur du niveau de luxe dans lequel il vit. Nous les avons comptées, il a l'air d'aimer vraiment les voitures. À intervalles réguliers, on voit apparaître de nouveaux véhicules blindés, notamment le modèle Maybach de Mercedes. Il doit en avoir plus d'une douzaine aujourd'hui. Ce journaliste s'est aussi procuré ses photos de magasins de luxe à Pyongyang. Ce qu'on a vu, c'était des montres et des ceintures Montblanc, des articles en cuir, énormément d'alcool hors de prix. Il y avait aussi des produits Dior, L'Oréal, beaucoup d'articles des grandes marques de luxe français étaient présents. Ces produits, Kim Jong-un les offre aux caciques du régime pour s'assurer de leur loyauté. Il en fait aussi profiter sa famille, notamment son épouse, Ri Sol-ju, une ancienne chanteuse de 36 ans. Sur cette photo, elle apparaît avec un sac à main d'une grande marque de luxe française. Sur cette autre photo, c'est la sœur du dictateur qui arbore un sac d'une valeur de 6 200 €. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir la contradiction entre d'une part ce dirigeant d'une nation socialiste dans laquelle il n'est pas censé y avoir de bourgeoisie, d'influence occidentale, et d'autre part ce même leader qui s'affranchit de ces règles, souvent à la vue de tous, comme on peut le voir sur les médias du régime. Le résultat de décennies de propagande qui font de Kim Jong-un un demi-dieu, intouchable, et de la Corée du Nord un prétendu paradis socialiste.
Dans les rues, partout, des portraits du père et du grand-père du dictateur. Jusque sur ces pins que chaque citoyen doit porter quand il sort. À la maison aussi, chaque famille est obligée d'afficher ses photos. 경의하는 김정은 동지께서 몸소 준공 테이프를 끊으셨습니다. Sur les chaînes de télévision officielles, on ne voit que lui. 역정의 눈물 짓는 교원들 한 사람 또 한 사람 뜨겁게 손잡아 주시며 Il supervise la production industrielle, assure l'éducation des enfants, s'occupe des divertissements et veille à la sécurité de son peuple, à la barre des sous-marins ou aux commandes d'un tank. 우리 군대가 혁명적이고 강인한 기계와 애국적 열정으로 지고 간 참되고 아름다운 자국을 따라 조국의 모습이 변모되고 인민의 삶의 보금자리들이 마련되었으며 행복한 웃음꽃이 꽃펴났습니다. 일단 기본적으로는 자유로운 아버지. Il est représenté en père aimant. Les citoyens ordinaires ne sont donc que des enfants. La propagande leur fait croire que Kim Jong-un leur donne de l'amour, qu'il fait tout pour leur fournir de la nourriture, des vêtements, des boissons, un abri. Le régime continue à éduquer la population par le lavage de cerveau en faisant croire que Kim Jong-un est leur père et qu'il ne pense qu'au peuple. L'une des choses qui effraie le plus Kim Jong-un, s'agissant de la survie du régime, ce sont les informations provenant de l'extérieur. Il a très peur que davantage d'informations extérieures arrivent, que les gens ne croient plus en lui, que le lavage de cerveau ne fonctionne plus, que les gens ouvrent les yeux et réalisent comment fonctionne le monde. Et une menace inquiète particulièrement Kim Jong-un. La musique K-pop et les séries télé. Très en vogue chez l'ennemi numéro 1, la Corée du Sud. S'en procurer, les écouter ou les regarder est considéré comme un crime à Pyongyang, comme le montrent ces rares images de propagande. Il s'agit d'un procès qui se déroule en public. La mise en scène est digne des grands procès staliniens. Les accusés, 2 adolescents de 16 ans. Leur crime est dévoilé devant des centaines de lycéens. Nous les jugeons selon la loi en vigueur, car ils ont visionné de novembre à janvier plusieurs dizaines de films et séries sud-coréennes. Chaque accusé est condamné à 12 ans de travaux forcés. Là, c'est une autre jeune fille qui possédait des séries sud-coréennes et les a partagées avec ses amis. Elle aurait donc inculqué de mauvaises idées à ses amis. C'est vraiment interdit. Son nom, sa date de naissance, l'adresse de son domicile et son adresse professionnelle sont divulgués. Même son visage est montré. On l'accuse même d'avoir écrit les paroles des chansons dans son carnet et de les avoir chantées. Le verdict n'est pas énoncé dans cette vidéo. Mais diffuser et faire commerce de ces produits, c'est s'exposer à une possible condamnation à mort. C'est pour y échapper que cette jeune fille d'une vingtaine d'années a décidé de fuir la dictature, il y a 5 ans. Avec un passeur, elle a pu traverser la frontière chinoise pour rejoindre Séoul. Aujourd'hui étudiante, elle vit grâce aux aides du gouvernement sud-coréen. Pour protéger sa famille qui réside toujours en Corée du Nord, nous avons reconstitué son interview. La principale raison pour laquelle je suis partie, c'était pour trouver la liberté.
Je trouvais absurde le fait qu'on puisse mourir simplement parce qu'on a regardé une série. Donc j'avais envie de continuer à en regarder beaucoup et faire ce que je voulais sans être opprimée. Grâce à ces séries, elle réalise qu'elle a subi un lavage de cerveau. Quand j'étais jeune, à l'école, tout ce que je connaissais, c'est ce que racontait la propagande du régime. Dans le manuel scolaire, il racontait que la Corée du Sud était un pays très pauvre, avec beaucoup de mendiants. Mais moi, comme j'ai pu regarder beaucoup de séries et de films étrangers, j'avais des doutes. Et ça, c'est très dangereux. Car les autorités vérifient si on a des chansons sud-coréennes ou d'autres enregistrements illégaux sur son téléphone. Il n'y a donc aucune vie privée. En Corée du Sud, les opposants à Kim Jong-un ont bien compris que ces séries sont une arme redoutable. Kim Ji-young a elle aussi fui la dictature il y a 12 ans. Cette activiste lutte aujourd'hui contre le régime de Pyongyang. Avec une dizaine d'anciens transfuges, elle travaille pour une radio qui diffuse des émissions d'information à destination de la Corée du Nord. Les renseignements sud-coréens ont déclaré que le nombre de soldats nord-coréens tués ou blessés en Ukraine pour soutenir la Russie s'élève à environ 3000. Pour inciter de plus en plus de citoyens à faire défection, elle compte aussi sur ses bouteilles, qu'elle remplit de riz. À l'intérieur, on place une clé USB sur laquelle on trouve des séries, des informations, des films sud-coréens. On met aussi ses tracts. La bouteille est ensuite attachée à un ballon gonflable et lancée à la mer. En Corée du Nord, Kim Jong-un est un dieu. Ce ballon représente la tête de Kim Jong-un. Si les soldats nord-coréens le voient flotter sur l'eau, ils n'oseront jamais tirer sur la tête du général. Un bricolage artisanal, mais qui fonctionne. L'année dernière, un transfuge est passé par hasard au bureau et en voyant cette bouteille, il m'a dit qu'il en avait récupéré une et m'a demandé si c'était moi qui l'avais envoyée. J'étais tellement émue et touchée que j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, continuons à en envoyer jusqu'au jour où nous serons réunis. Par la mer ou par le ciel, dans des ballons gonflés à l'hélium, ces envois de tracts et de K-pop ont déclenché la fureur de Pyongyang. 남쪽 국경선 부근의 많은 지역들과 지역 중심 지역에까지 한국 쓰레기들이 들이민 각종 정치 선동 삐라와 물건짝들이 떨어졌다. 인내에도 한계가 있는 법이다. 가장 혐오스러운 잡종 개새끼들에 대한 우리 인민의 분노는 하늘 끝에 닿았다. En riposte, Kim Jong-un a fait envoyer des milliers de ballons l'an passé, jusqu'à 700 certains jours. À l'intérieur, pas de clé USB, mais des déchets. Une guerre des ballons qui peut sembler anecdotique. Mais à Pyongyang, la menace est prise très au sérieux. Et si le peuple se retournait contre son leader? Kim Jong-un semble le craindre. Une des choses qui m'a marqué récemment, c'est la taille des convois motorisés de Kim Jong-un. Il y a maintenant un véhicule équipé d'un brouilleur de signal. Il est apparu après l'opération israélienne d'explosion des beepers.
comme si les Nord-Coréens redoutaient que cela leur arrive. Ce véhicule l'accompagne partout. Le nombre de ces gardes du corps a aussi considérablement augmenté et maintenant ils sont équipés de ces mallettes en Kevlar qui peuvent servir de bouclier. Un épisode en particulier a mis sur les nerfs le service de protection du dictateur. Ce jour-là, Kim Jong-un se rend à Hanoï, au Vietnam, pour un sommet international. Comme son père et son grand-père avant lui, il ne se déplace qu'en train. Un moyen de transport moins exposé en cas d'attaque que l'avion. Le sien est totalement blindé, ce qui l'empêche de dépasser les 60 km/h, mais il peut transporter ses luxueuses voitures. Sur le trajet vers Hanoï, son train marque un arrêt dans une gare chinoise. Kim Jong-un en profite pour se dégourdir les jambes. Un caméraman de la télévision japonaise a réussi à le filmer à un arrêt de train. Quand il faisait quelques pas sur le quai, en train de fumer avec sa sœur qui portait un cendrier pour lui. C'est un moment très banal, mais l'interprétation qu'en ont fait les Nord-Coréens, c'est que ce caméraman, s'il avait eu une arme, aurait pu tuer leur leader sans que personne ne l'arrête. Une défaillance sécuritaire qui va faire monter d'un cran la paranoïa du dictateur, y compris sur le sol nord-coréen. Le siège du Parti des travailleurs, depuis lequel Kim Jong-un exerce son pouvoir, a vu sa sécurité renforcée. L'inquiétude vient des immeubles élevés, le surplombant. Soudainement, au-dessus du 15e étage, toutes les vitres ont été obstruées. Les Nord-Coréens ont construit des murs en béton. On a réussi à se procurer des photos qui montrent que toutes les fenêtres des appartements qui donnaient sur le siège du Parti des travailleurs ont été condamnées pour éliminer tout risque d'espionnage ou de tir de sniper. Un dictateur paranoïaque, prêt à écraser la moindre contestation, comme il l'a toujours fait depuis son accession au pouvoir. 위대한 용도자 김정일 동지께서 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. Le jour des funérailles de son père, mort subitement d'une crise cardiaque il y a 14 ans, le peuple le découvre. Le cadet est le seul des 3 fils du défunt à accompagner le corbillard. L'air un peu perdu, au milieu de la foule en pleurs. Kim Jong-un was 27 years old at the En 2011, Kim Jong-un avait 27 ans. Il n'avait aucune expérience militaire, très peu en tant que dirigeant. Il avait passé peu de temps avec son père pour apprendre les ficelles qui permettent de diriger un pays comme la Corée du Nord. Beaucoup de spécialistes prédisaient qu'en raison de sa jeunesse, il était impossible qu'il réussisse. Le jour des obsèques, il est entouré de la vieille garde du régime. Son oncle, Jang Song-taek, se tient juste derrière lui. Beaucoup de gens prédisent qu'il va être un petit peu le pion, la marionnette de la vieille garde. Et en particulier de son oncle Jang Song-taek, qui est un petit peu présenté comme le régent à l'époque. Et tout le monde estime que c'est lui qui va être le vrai patron du régime. En Corée du Nord, la place la plus dangereuse est d'être numéro 2. Surtout dans un régime aussi centralisé et paranoïaque que celui-ci. Kim Jong-un n'hésite pas à éliminer ses rivaux.
2 ans après son accession au pouvoir, il fait arrêter son oncle, Jong Song-taek, en pleine session du parti, devant tous les caciques du régime. S'ensuit un procès expéditif, sans avocat. Reconnu coupable de complot contre l'État et de corruption, Jong Song-taek est exécuté dans la foulée, au canon anti-aérien. L'histoire fait la une des médias officiels du régime. 전하의 만고역적 장성택에 대한 조선민주주의인민공화국 국가안전보위부 특별군사재판이 12월 12일에 진행되었다. Kim Jong-il, the father, Kim Jong-il, le père, et Kim Il-sung, le grand-père, ont fait disparaître des gens sous leur règne. Cela faisait partie du quotidien. Mais c'était toujours fait en secret, en coulisses. Kim Jong-un a fait cela différemment, de façon visible, en public. Le but est de montrer à l'élite du régime que seul Kim Jong-un compte. Personne n'est à l'abri, pas même à l'étranger. Kim Jong-nam, son demi-frère, va lui servir d'exemple. Il a osé critiquer la Corée du Nord en disant que le pays devrait se réformer et s'ouvrir. Ce qui explique en partie l'opinion très négative que Kim Jong-un avait de lui. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam traverse l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. On le voit ici, filmé par les caméras de surveillance. Il doit prendre un vol pour rentrer chez lui à Macao. Quand soudain, 2 femmes se jettent sur lui et lui aspergent le visage d'un liquide transparent. Puis prennent la fuite. Il cherche alors de l'aide parmi le personnel de l'aéroport. Puis se rend au centre médical. Évacué d'urgence vers l'hôpital, il décédera pendant le transport, moins de 20 minutes après l'agression. L'enquête établira qu'il a été empoisonné au VX, un agent neurotoxique. Les vidéos de la mort de son frère, dans d'atroces souffrances, envoient le message que Kim Jong-un est intouchable, non seulement en Corée du Nord, mais partout. Si on ose le défier, personne n'est à l'abri. Il suffit juste que Kim Jong-un ressente cela comme une menace. Un dictateur à l'image sacrée, intouchable. Même à 10 000 km de là, en Californie. En 2014, Sony Pictures s'apprête à sortir une comédie satirique, The Interview. Le film met en scène 2 journalistes recrutés par la CIA pour assassiner le leader nord-coréen. You want us to assassinate the leader of North Korea? Yes. À l'écran, son personnage est caricaturé, moqué. I don't know what you're singing. You know exactly what it is. No, I don't. You don't need to lie anymore. Katy Perry's your favorite. Katy who? I don't know who you're talking about. Un piratage informatique dévastateur a paralysé l'un des studios de divertissement les plus importants au monde, Sony Pictures. Avant même la sortie officielle du film, Sony Pictures est victime d'une cyberattaque. L'entreprise a confié à CNN qu'elle était toujours en train d'enquêter sur ce qu'elle qualifie de cyberattaque extrêmement sophistiquée. Les hackers ont menacé les cinémas qui projetteraient le film d'attaque similaire à celle du 11 septembre. Ils ont menacé les salariés de Sony. Ils ont volé des numéros de sécurité sociale, des films qui n'étaient pas encore sortis, et les ont diffusés sur le net. Révélé des emails, le montant de certains salaires. Face à la menace, Sony Pictures décide de repousser temporairement la sortie du film. L'enquête du FBI désigne la Corée du Nord.
L'affaire inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like. Comment un pays coupé du monde, dont la population n'a pas accès à Internet, est-il parvenu à réaliser un piratage aussi sophistiqué? Ces auteurs ne sont pas n'importe qui. Ils font partie d'une armée secrète, formée dès l'enfance. En Corée du Nord, on sait que les élèves doués en mathématiques et en sciences sont sélectionnés et identifiés dès leur plus jeune âge, avant ou après le collège, et qu'ils reçoivent une éducation et une formation au hacking. Ces hackers font partie de l'élite du régime. Ils sélectionnent environ 300 personnes à l'avance, leur offrent une formation intensive, ils les évaluent de façon rigoureuse. Ils arrivent ainsi à former chaque année une centaine de cyberguerriers qui sont parmi les meilleurs du monde. Le régime leur offre un appartement d'environ 150 mètres carrés dans le centre de Pyongyang, une voiture, une éducation de haut niveau pour leurs enfants, et toute la famille aura le droit d'être soignée dans un centre médical de haut niveau. Si Kim Jong-un octroie un tel régime de faveur à ses hackers, c'est qu'ils lui sont devenus indispensables. Ce sont eux qui remplissent en grande partie les caisses du régime. Les hackers ont dérobé 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaies, ce qui pourrait être le plus grand vol jamais réalisé. Il y a quelques semaines, Bybit, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, basée à Dubaï, a été ciblée. Son PDG reçoit alors un coup de fil paniqué de son directeur financier. J'ai dit « Ok, on s'est fait pirater ?» Il répond « Oui ». Je lui demande « 30 000 Ethereum sont partis ?» Et c'est là que sa voix a commencé à trembler. C'est là que j'ai commencé à être un peu secoué. Et j'ai dit « Ok, c'est beaucoup plus grave ». Il dit « On dirait que c'est tout le portefeuille ». J'ai dit « Ok, combien ça fait ?» Il me répond « 1,5 milliard de dollars ». C'est le plus important hacking jamais réalisé. En termes d'argent, c'est tout simplement le plus important vol au monde. C'est du jamais vu. L'enquête menée par le FBI et d'autres services montre qu'il y a eu une attaque par usurpation d'identité au cours d'un processus de transfert d'argent. Les enquêteurs pensent que l'argent a été transféré vers des comptes appartenant à des hackers nord-coréens. Le comité de sanctions de l'ONU a conclu que 40% des fonds destinés au développement nucléaire de la Corée du Nord avaient été obtenus grâce au piratage informatique. C'est vraiment une nation pirate. Car posséder l'arme nucléaire est pour Kim Jong-un une assurance vie. Il en a fait une priorité absolue, énoncée dès son premier discours officiel en 2012. 군사기술적 우세는 더는 제국주의자들의 독점물이 아니며 적들이 원자탄으로 우리를 위협 공갈하던 시대는 영원히 지나갔습니다. 오늘의 장엄한 무력 시위가 이것을 명백히 확증해 줄 것입니다. Son père, Kim Jong-il, avait initié le programme nucléaire. Son fils n'a cessé de le développer. 조선노동당 중앙위원회 첫 수소탄 시험을 진행할 때 대한 역사적인 명령을 하달. Le 3 septembre 2017, la Corée du Nord annonce avoir fait exploser sa première bombe à hydrogène. Une arme potentiellement 10 à 100 fois plus dévastatrice qu'une bombe atomique.
Il est difficile de dire combien d'ogives nucléaires la Corée du Nord possède, mais on estime qu'elle en a environ 40 à 50. Et elle devrait atteindre une centaine d'ogives dans les 2 ou 3 prochaines années. Ils se rapprochent sans cesse du jour où ils pourront lancer une bombe atomique contre les États-Unis ou contre une cible plus proche comme le Japon ou la Corée du Sud. Ils ont déjà procédé à 6 essais nucléaires. La question est, vont-ils réussir à miniaturiser ces ogives nucléaires pour les placer dans la tête d'un missile? Ils s'en rapprochent chaque jour un peu plus. Grâce à l'arme atomique, Kim Jong-un a réussi à rompre l'isolement diplomatique de son pays. Forçant les autres États à lui parler d'égal à égal. À commencer par la première puissance mondiale, les États-Unis. North Korea turned out to be good. I was very friendly with him. He liked me. I liked him. We got along very well. They thought that was a tremendous threat. Now he is a nuclear power. But we got along. I think you'll be happy to see him coming back. Leur première rencontre remonte au 12 juin 2018. Lors d'un sommet historique à Singapour. Jamais un président américain en fonction n'avait rencontré un chef d'État nord-coréen. John Bolton était en coulisses, comme conseiller à la sécurité nationale. Kim a dit « Je crois que le président Trump et moi, nous nous faisons confiance. Mais vous, monsieur Bolton, me faites-vous confiance ?» C'était une question très difficile parce que la réponse est non. Mais je ne pouvais pas dire cela, sinon j'aurais perdu mon boulot. Je ne pouvais pas non plus dire oui parce que cela aurait été un mensonge. C'était une question très provocatrice de Kim. C'était vraiment fait pour impressionner. L'objectif du sommet, forcer Kim Jong-un à renoncer à l'arme nucléaire contre la levée des sanctions. Mais très vite, c'est le dictateur qui prend l'ascendant. Il a imposé son autorité, il était très en confiance, il n'a jamais hésité, jamais demandé de conseils à son entourage. Kim Jong-un s'est plaint des exercices militaires annuels conjoints que nous menions avec la Corée du Sud. Il a dit que c'était une provocation. Et soudainement, Trump a abandonné. Il a dit à Kim qu'à l'avenir, il annulerait ces exercices. Du côté américain, on a tous ressenti cela comme un énorme choc, tandis que les Nord-Coréens ont, eux, éclaté de rire. Des négociations, mais pour quel résultat au final? Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés à 3 reprises. La dernière fois en 2019, sur la ligne de démarcation entre les 2 Corées. Ce jour-là, le président américain a même foulé le sol nord-coréen. Une image symbolique qui a fait le tour du monde. Mais sur le fond, le chef d'État nord-coréen n'a jamais entamé le moindre processus de dénucléarisation. Je suis sûr à 100% qu'il n'abandonnera jamais ses armes nucléaires. S'il renonce, son système dictatorial s'effondre. Les armes nucléaires assoient la légitimité de Kim Jong-un auprès de son peuple. Cela lui garantit qu'il peut frapper ou dissuader toute attaque venant des États-Unis ou de la Corée du Sud. Depuis sa réélection, Donald Trump a annoncé vouloir renouer des relations avec le dirigeant de Pyongyang. Mais depuis la guerre en Ukraine, Kim Jong-un lui préfère un autre allié diplomatique, Vladimir Poutine. En 2024, ils se sont même engagés à se défendre mutuellement.
자기 주권과 안전이 평화를 수호하기 위하여 우크라이나에서의 특수군사 작전을 수행하고 있는 러시아 정부와 원대한 인민의 투쟁에 전적인 지지와 굳은 연대성을 표시합니다. Kim Jong-un aurait envoyé 12 000 de ses soldats combattre aux côtés des Russes sur le front ukrainien. Il leur aurait aussi fourni entre 4 et 6 millions d'obus, soit environ la moitié des projectiles tirés par l'armée de Vladimir Poutine l'année dernière. L'accord avec la Russie a une symbolique très forte. Kim vient au secours de Vladimir Poutine. Et cela crée une dette que Poutine va devoir rembourser, pas seulement financièrement, mais aussi en termes politiques. C'est une façon aussi d'obtenir un protecteur diplomatique, notamment à l'ONU. Désormais, la Russie met son veto à chaque nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui critiquerait la Corée du Nord. Donc ça, c'est majeur, ça veut dire pas de nouvelles sanctions. Kim Jong-un apparaît aujourd'hui plus puissant que jamais. Récemment, il aurait lancé la construction de son premier sous-marin à propulsion nucléaire et il préparerait déjà sa succession. On ignore avec certitude le nombre de ses enfants. Seule sa fille, Kim Jo-e, âgée de 12 ans, l'accompagne lors de ses sorties publiques, y compris lors d'exercices militaires. Ses prédécesseurs ne mettaient pas en scène leur famille et encore moins leurs enfants. Là, il met en scène une petite fille et effectivement, ça a nourri les spéculations qu'elle est vouée à devenir la successeuse du régime. C'est aussi une façon de dire à tout le monde, et y compris aux Américains, aux Occidentaux, que cette arme atomique est là pour durer par-delà les générations. Si elle succède un jour à son père, Kim Jo-e représenterait la 4e génération de cette dynastie. La Corée du Nord et le monde entier n'en ont pas fini avec les Kim.